proportion de personnes qui viennent de Montréal, de Québec, de la région du centre du Québec, de la Montérégie, Mauricie. Les gens se sont inscrits avec différents chapeaux, donc des personnes, une forte présence du milieu communautaire, à la fois les gestionnaires, les intervenants de différentes régions du Québec, des acteurs du milieu institutionnel, à la fois du réseau de la santé, des services sociaux, mais d'autres secteurs correctionnels, des policiers, des gens travaillant dans des municipalités. Plusieurs étudiants, des personnes qui se sont inscrites avec le titre de simple citoyen, mais c'est bien correct. Donc, merci d'être là en si grand nombre. Et pour ce qui est de l'horaire, on va avoir grosso modo 1 heure de présentation. Puis vers 1 heure, 1 heure et 5, on va ouvrir en fait pour les commentaires, échanges, questions. On commence à être habitué, mais quelques informations techniques, là, les plus évidentes, là, c'est possible d'ajouter, de changer en fait l'identifiant de votre nom. Je n'ai pas vu de Kiwi 2017 ou de 76. Là, des fois, on voit ça, là, des petites choses comme ça. Donc, c'est possible d'ajuster pour qu'on puisse avoir votre nom en fait sur votre visage. Coupez votre micro quand vous ne l'utilisez pas. Levez la main pour prendre la parole. Si le chat est disponible au nombre, on s'est dit qu'on encourageait là, à lever la main si c'est possible. Et vraiment, si c'est possible, en fait, là, si vous vous sentez à l'aise d'utiliser la main, c'est plus facile à gérer que les commentaires, sans qu'on veuille contraindre là, quiconque à partager des points dans le chat. Donc, avant de laisser la parole à l'équipe de recherche, on aimerait dans un premier temps permettre en fait au ministère, en fait, on nous a désigné que Jocelyn Gadebois allait prendre la parole. Je ne sais pas si Jocelyn, tu Oui, es là, oui, pour, je suis dans présent. le fond, exposer de manière plus globale là, cette démarche entourant le deuxième portrait. Alors, à toi la parole. Mais Merci. merci beaucoup au Crémis d'organiser ce midi qui va être fort instructif. J'aimerais d'entrée de jeu remercier Sue-Ann McDonald et l'ensemble de son équipe pour le travail qu'ils ont réalisé. J'ai eu la chance de lire le rapport un peu en avant-première et je dois dire qu'il est très bien structuré. C'était vraiment un privilège de pouvoir le lire et je suis très enthousiaste qu'il soit rendu public désormais et qu'il peut être présenté. J'aimerais remercier au nom du ministère l'ensemble des personnes qui ont contribué de près ou même de loin à la réussite de ce portrait-là, notamment toutes les gens du milieu communautaire, du réseau de la santé et des services sociaux qui ont parlé, mais qui ont aussi contribué à la réussite de ce projet-là. Mais surtout, j'aimerais remercier, je ne sais pas s'il y a des personnes présentes qui ont partagé leur vécu, qui ont partagé leur vécu, leur épisode d'itinérance et qui ont fait en sorte qu'on en sait plus aujourd'hui sur ce phénomène-là. En fait, on doit reconnaître, et je suis un peu gêné de le dire devant des grandes sommités de la recherche en itinérance, mais ce sont vraiment ces personnes-là, donc ce sont eux, elles et elles qui sont les véritables experts de l'itinérance. Donc, merci beaucoup de partager votre savoir expérientiel à l'ensemble de la population. Pour le portrait, le deuxième portrait de l'itinérance, pour vous mettre un peu en contexte, en fait, c'est que la tâche est inscrite dans la politique nationale de lutte à l'itinérance. On dit que pour lutter contre l'itinérance, on ne peut pas faire l'économie des connaissances. On ne peut pas faire l'économie des connaissances, notamment sur la prévalence du phénomène, sur les facteurs de vulnérabilité, sur l'ensemble du processus de désaffiliation. C'est un peu dans cette logique-là qu'on a réfléchi le deuxième portrait d'itinérance qui se décline en 4 volets. Le volet 1 est sur l'itinérance visible, le volet 2 sur l'itinérance cachée, le volet 3 sur l'utilisation des services et le volet 4 dont on va nous exposer le rapport aujourd'hui, c'est sur l'approfondissement des connaissances, donc le volet plus qualitatif du deuxième portrait. Il y a quelques rapports spécifiques qui ont été rendus publics, notamment celui sur le dénombrement des personnes en situation d'itinérance visible. Donc, ça faisait partie intégrante du deuxième portrait. Il y a aussi le rapport de l'Institut de la statistique du Québec, qui portait cette fois-ci sur la mesure de l'itinérance cachée.
faut penser aussi mentionner le rapport de la C3S-PNQL, excusez-moi, je me suis pratiqué pour, pour pouvoir le dire, sur le volet d'avantages autochtones. Et aujourd'hui, on rend public, Sue-Ann McDonald et son équipe rend public le volet qualitatif. Je dois vous dire d'entrée de jeu que les travaux entourant le deuxième portrait sont terminés depuis quelques semaines déjà. Je dois faire un aveu que, bon, il est un peu en retard sur l'échéancier. Il était censé de sortir un peu avant le lancement du plan d'action interministériel en itinérance. Il faut dire qu'il y a une pandémie qui est arrivée. Donc, on a décidé oui, le deuxième portrait contribuait à l'établissement des priorités pour le plan d'action interministériel en itinérance. On a suspendu tous les travaux d'édition. Bon, souvent, on en parle peu, mais les travaux d'édition, c'est très lourd, tout ça. Donc, on a priorisé le plan d'action. Puis là, on a repris tranquillement le dessus. On est en train de reprendre le dessus sur les travaux d'édition entourant le deuxième portrait. On espère vous le rendre public au courant du printemps 2022. Donc, sans plus tarder, je passerai la parole à Sue-Ann McDonald et son équipe. Merci beaucoup, Jocelyn, c'est pour cette mise en contexte. Avant de donner la parole à Sue-Ann, dire qu'on a discuté un petit peu à l'interne avant, puis ce qui a été suggéré, c'est que les questions, en fait, soient gardées pour la fin, en fait, de la présentation. On espère que vos questions seront répondues au fil des présentations des différentes personnes, donc de garder vos questions pour la fin et on pourra à ce moment-là les prendre là, soit sous la forme de laver la main ou de commentaires, sachant que c'est ça au nombre, on ne pourra peut-être pas prendre toute cette vie en fait sur le chat. Je vois déjà qu'il y a un commentaire de quelqu'un qui demande est-ce qu'on peut avoir le lien pour le volet 2 de l'itinérance caché dans le chat? Je ne suis pas sûre en fait de pouvoir donner ça. En fait, je ne peux pas vraiment donner ça. De notre côté, c'est sûr que dans le chat, ce qu'on va mettre au cours de la présentation, c'est l'accès pour le présent rapport, en fait. Donc, on va vous mettre ça dans le chat au cours de la présentation. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Sue-Ann. Un petit instant. Je vais aller choisir une autre version, comme ça je peux voir mes notes en même temps. Stéphanie, tu avais absolument raison, puis j'ai oublié. J'ai oublié cela parce que je n'ai pas fait ça depuis un temps, parce qu'on est de retour en présentiel à l'université. Je suis désolée, juste un petit instant, je vais prendre ma copie PDF. Comme cela, je peux défiler. On perd rapidement nos habitudes quand on ne les utilise pas. Voilà. Juste s'assurer. Vous voyez bien mon écran? Oui? OK. Désolée. Alors, comme ça, je ne vous vois pas tant que ça, donc je suis désolée, là, mais au moins, vous voyez le PowerPoint. Donc, oui, merci beaucoup pour les mots de présentation et de mise en contexte. C'est très important pour nous. C'est vrai que pour nous, c'est un moment, je dis nous parce que je parle de l'équipe qui est présente autour de l'écran. C'est avec beaucoup de, je dirais, de fébrilité et d'humilité que nous annonçons notre présentation, une présentation qui est très attendue, je pense, de notre part, mais aussi de la part de toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation du projet. Pour commencer, j'aimerais juste reconnaître que j'habite à Montréal, Tiohtià:ke, située en territoire autochtone non cédé, et que la nation Kanien'kehá:ka est la gardienne des terres et des eaux, historiquement connue comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et premiers peuples. Et je dis cela parce que ce n'est pas anodin de faire cette reconnaissance, car nous savons que les premiers peuples sont surreprésentés en itinérance et qu'il y a des enjeux spécifiques qui les concernent, qui sont évidemment exacerbés par le colonialisme et la colonialité,
la discrimination et le racisme systémique. Je trouve ça important de mentionner d'entrée de jeu. Il faut aussi, dans une optique de reconnaissance, faire des remerciements qui sont très bien mérités. Donc, je souhaite sincèrement remercier le ministère de la Santé et des Services sociaux qui a rendu possible la réalisation de cette recherche. On veut aussi remercier également tous et toutes les répondantes en itinérance des CIS et des CIUSC participants pour leur généreuse contribution quant à la planification et à l'organisation des groupes de discussion. Cette aide précieuse a facilité le contact avec les intervenants clés de vos régions respectives afin de faire émerger la diversité des réalités propres à chacune. Nous ne pouvons pas passer sous silence la disponibilité et l'engagement de l'ensemble des intervenants ayant pris part à l'étude sans qu'il aurait été impossible de dégager les constats de nos résultats. On veut aussi remercier les personnes en situation d'itinérance qui ont généreusement accepté de livrer une partie de leur vécu lors des entretiens semi-dirigés. Sachez qu'à travers vos mots, les réalités et les enjeux du phénomène d'itinérance prennent tout leur sens. Et dernièrement, je veux remercier l'équipe de feu, Stéphanie Hood, notre co-audo exceptionnelle, et les co-chercheurs Philippe Benoît, Elisabeth et Annie, mais aussi les nombreux et nombreuses auxiliaires de recherche qui ont vraiment aidé dans la réalisation de ce projet. Donc, je tiens à remercier Ariane Brisson, Christina Charon-Saint-Pierre, Guillaume Renard-Robert et Gabrielle Wagner. Nous remercions également les étudiantes Camille Bélan-Permolot, Dominique Collin, Marie-Pierre Goulet, Léla Fournier-Parent, Judith Seguin et Myriam Turcotte. Voilà. J'ai mis aussi, comme vous voyez, page titre, l'accès au rapport final, si vous voulez consulter, parce qu'évidemment, dans une présentation de 45 minutes, on va aller assez rapidement et rondement sur les constats. Donc, notre plan de match pour les prochaines 45 minutes, c'est d'un peu détailler les objectifs de recherche, présenter la méthodologie qui a été déployée, vous partager quelques résultats, mais pour des précisions et des spécificités, s'il vous plaît, consultez le rapport final. On va vous présenter une discussion basée sur les résultats et on va terminer avec une conclusion très concrète, je dirais, de pistes d'action. Donc, notre projet avait deux gros objectifs de recherche. Le premier objectif, c'était de documenter la diversité des réalités et des perceptions de l'itinérance dans toutes les régions du Québec, en portant une attention particulière à l'itinérance cachée. C'est une démarche qualitative, là, il faut le dire. Deuxièmement, c'était de documenter les trajectoires d'itinérance autour des points de bascule, spécifiquement les sorties d'institutions et les processus de perte de logement. Et pour cette première partie, je passe la parole à Stéphanie Hood pour la méthodologie. Merci. Merci, Swan. Donc, ça a déjà été mentionné. C'est un projet qui s'inscrivait dans une méthodologie qualitative où on a croisé les narratifs collectifs et individuels, donc les narratifs qui étaient issus des intervenants concernés par l'action sur le phénomène de l'itinérance et les narratifs des personnes qui vivent ou qui ont vécu l'itinérance. Swan, tu peux passer à l'autre diapo sur les groupes de discussion. Dans le processus, on a mené 31 groupes de discussion dans 16 régions socio-sanitaires du Québec. Donc, on a fait environ 1 à 3 groupes de discussion par région. Les groupes ont été réalisés parfois en présence, puis parfois en visioconférence quand ce n'était pas possible de se déplacer. Donc, on a eu une petite pratique virtuelle avant la pandémie. Les groupes duraient environ 2 heures, puis ça nous a permis de rencontrer au total 245 intervenants. On ciblait des membres des comités régionaux intersectoriels en itinérance, des membres des tables de concertation en itinérance, puis des intervenants du milieu là, qui avaient des connaissances fines sur l'itinérance, donc du réseau de la santé, du milieu communautaire, des travailleurs, travailleuses de rue, intervenants sociaux, puis il y avait aussi à quelques occasions des acteurs plus intersectoriels, donc des policiers, des policières, des personnes qui travaillaient à l'aide sociale, dans le milieu carcéral aussi, là, pour en nommer quelques-uns. Et puis, la composition des groupes, bien évidemment, c'était à géométrie variable selon les régions. On a tenté d'aller capter au sein d'une même région des réalités urbaines versus rurales
ou par secteur intra-régional selon les réalités. Puis, ben, comme Swan l'a mentionné au tout début, on a vraiment eu le soutien très précieux là, de la personne qui occupait la fonction de répondante en itinérance dans la région pour nous aider à cibler les acteurs, à former les groupes, puis pour qu'on puisse s'adapter pour capter le mieux possible les réalités qui étaient spécifiques là, à chacune des régions et non pas reproduire le même patron dans chacune des régions. Dans les groupes de discussion, les thématiques qui étaient abordées, ben, on questionnait les gens sur leur compréhension de l'itinérance et de l'itinérance cachée et les spécificités régionales et intra-régionales. Les différentes formes que l'itinérance cachée peut prendre, l'ampleur de l'itinérance visible et cachée, puis les convergences et les divergences là, entre ces deux phénomènes-là. On creusait aussi au niveau des points de bascule qui mènent les personnes à l'itinérance, puis plus particulièrement les sorties d'institutions, puis les pertes de logement. On les questionnait aussi à savoir s'il y avait des réalités qui pouvaient être nouvelles ou s'il y avait des tendances qui étaient émergentes en matière d'itinérance, puis aussi s'ils avaient des pistes d'action à suggérer. Voilà. Donc ensuite, pour les entretiens semi-dirigés, on a fait 44 entretiens qui duraient environ de 1 heure à 1 heure et demie, qui ont été réalisés dans 6 régions du Québec, donc Capitale-Nationale, Montréal, Laval, Laurentides, l'Estrie et la Côte-Nord. Le choix des régions a surtout reposé sur les réseaux qui étaient déjà actifs là, pour les membres de l'équipe de recherche au niveau du recrutement. Puis, on a aussi voulu porter une attention pour avoir une représentation urbaine, semi-urbaine, rurale. Évidemment qu'on aurait bien aimé pouvoir faire des entrevues partout, là, dans toutes les régions, mais évidemment, comme dans tout projet, il y a des contraintes de temps et de ressources. Donc, voilà ce qui a soutenu nos choix. Puis, au niveau de l'échantillon, ben, brièvement, il y avait 57 % d'hommes et 43 % de femmes qui étaient âgées entre 20 et 77 ans pour une moyenne de 45,5 ans. Les critères pour le recrutement des personnes au niveau des entrevues, c'était d'être âgé de 18 ans et plus, d'avoir eu besoin de se chercher un endroit pour dormir plus d'une fois dans sa vie ou d'avoir fréquenté régulièrement les organismes communautaires pour subvenir à ses besoins. D'avoir connu l'itinérance suite à une sortie d'institution et ou une perte de logement, puis évidemment là, d'être apte à consentir et à accorder une entrevue. Les thèmes qui étaient abordés, ben, c'était la trajectoire d'itinérance de la personne, son parcours dans les institutions, donc en santé, services sociaux, mais aussi en éducation, puis parfois en détention, là, quand ça faisait partie du parcours de la personne. Puis, et surtout, comment se passait le processus de sortie des institutions dans la trajectoire d'itinérance. On questionnait les gens aussi sur leur parcours résidentiel, puis sur l'effet du rapport au logement dans la trajectoire de la personne. Puis finalement, on avait des questions aussi par rapport aux stratégies là, qui étaient adoptées pour s'organiser en itinérance, puis aussi quand c'était le cas, là, ben, pour se sortir de l'itinérance. Et puis, rapidement, je vais glisser quelques mots sur l'analyse des données. Là, on n'a pas de diapo là-dessus, mais juste pour dire qu'on a fait une analyse thématique en lien avec les objectifs de la recherche, en faisant une thématisation continue pour relever les thèmes qui étaient récurrents, divergents, convergents. Puis ça nous a permis d'extraire 4 grands thèmes, soit la conception de l'itinérance, les points tournants et de bascule, les pistes d'action, puis aussi des spécificités régionales. Ça, c'était principalement au niveau des groupes de discussion. Puis on a produit des fiches régionales qui se retrouvent en annexe du rapport. Et puis, bien, on a produit des tableaux comparatifs là, pour croiser le contenu des catégories conceptuelles, des groupes de discussion et des entretiens semi-dirigés. Alors, voilà pour cette partie-là. Je pense que je donne la parole à Elisabeth, si je ne me trompe pas. Oui, merci. Bonjour. Donc, on peut continuer. Voilà, merci, Swan. Donc, l'ensemble de cette démarche méthodologique qui vient de vous être présentée nous a permis donc, de prendre connaissance d'une grande diversité de réalités, de particularités régionales de l'itinérance et nous a finalement permis de mettre en lumière qu'il y a une conception commune de l'itinérance chez les intervenantes et les intervenants, avec souvent un même vocabulaire pour décrire à la fois un phénomène complexe, mouvant, social, et on a remarqué d'ailleurs que ça correspondait à la perspective conceptuelle et théorique qui pouvait être employée
politique nationale de lutte à l'itinérance. Donc, de façon générale, pour les personnes interrogées, c'est un phénomène, l'itinérance, qui est caractérisé par l'absence d'un chez-soi et un processus de désaffiliation sociale. Et pour les besoins du portrait, mais aussi parce que chaque intervenante et intervenant évoquait sa réalité, les distinctions entre le risque d'itinérance, l'itinérance cachée et l'itinérance visible ont été beaucoup discutées, et ces échanges ont révélé que les frontières étaient finalement assez poreuses. Je vais y revenir. On peut continuer. Donc, il est communément acquis que l'itinérance correspond à une trajectoire de vie qui est faite de multiples défis, d'obstacles personnels et sociaux et de ruptures. Mais les trajectoires ont en commun plusieurs éléments. Je l'introduisais tantôt, donc l'absence de chez-soi permanent et sécuritaire et un processus de désaffiliation sociale qui va contraindre les individus à s'organiser pour survivre. L'absence de chez-soi, c'est ne pas avoir de lieu pour se poser, se reposer et se déposer. Donc on va parler théoriquement de domiciliation, de sécurité ontologique et finalement d'espace personnel qui procure bien-être, sécurité, mais aussi fierté finalement. Donc le processus de désaffiliation sociale, c'est perçu ici comme une véritable difficulté à s'accrocher qui va toucher finalement différentes sphères de vie sociale, la famille, les amis, l'école, le travail, le logement, les services d'aide et aussi la citoyenneté. Donc, ce sont des trajectoires de vie qui sont marquées par une multiplicité de facteurs qui vont mener à la survie. Et ça veut dire des conditions de vie matérielles précaires, mais aussi des conditions de vie symboliques qui vont faire défaut et qui vont introduire des stratégies de survie, de débrouillardise qui elles-mêmes insécurisent les personnes et déstabilisent les trajectoires. Donc, c'est en ça que c'est un phénomène complexe pour les personnes rencontrées et mouvant, qui, dans le rapport au service, va parfois participer à étiqueter et stigmatiser les personnes. Et donc là, ça concerne l'instabilité dans les trajectoires même de vie qui complexifie parfois l'offre de services en termes de possibilités d'accès et de prise en charge notamment. C'est aussi lié à l'évolution et la complexification de l'itinérance elle-même, donc la diversité des visages et finalement la capacité à intervenir auprès de ce qu'on peut considérer être des nouvelles figures avec ses propres complexités pour offrir des services adaptés. Mais il y a aussi là-dedans un enjeu qui concerne l'identification même de la situation d'itinérance, dans le sens où il y a un dans le sens où il y a un risque d'étiquetage et de stigmatisation à trop vouloir éventuellement catégoriser les personnes et leurs difficultés. Et finalement, ce qui ressort de façon très prégnante, c'est que pour toutes les personnes rencontrées, on se doit d'insister pour dire qu'il s'agit là d'un phénomène social parce qu'il y a une responsabilité collective en raison de l'absence d'un filet social. Je dois vous parler aussi des distinctions qui se posent entre le risque d'itinérance, l'itinérance cachée et l'itinérance visible. C'est-à-dire que l'exercice de compréhension des trajectoires de vie qui vont mener à des situations d'itinérance nous a amené à discuter des distinctions qui peuvent exister entre ces différentes situations. Le risque d'itinérance correspond à des situations où l'on possède un chez-soi, dans le sens où je l'ai exprimé tantôt, mais en étant exposé à des situations de vulnérabilité importante au plan économique, social ou relationnel. Et ça peut faire basculer finalement d'un instant à l'autre vers l'itinérance ou la désaffiliation. Et c'est ce que les intervenants et intervenantes appellent la goutte de trop. L'itinérance cachée, c'est un mode de vie qui est, somme toute, organisé pour éviter la rue ou la stigmatisation. Et ça s'explique en grande partie par les difficultés d'accès aux services ou l'absence de choix de logement, mais aussi les pressions sociales qui vont appeler à camoufler sa situation de précarité. Et enfin, l'itinérance visible, je vous apprendrai sans doute rien, c'est cette présence remarquée, remarquable dans l'espace public et parfois donc chronique.
Et c'est une visibilité qui se pose et qui engendrerait davantage de conséquences négatives comme le profilage ou la judiciarisation et tant d'autres. Et donc, de manière générale, ce qui ressort, c'est que ces distinctions, elles existent, mais les frontières sont de plus en plus floues parce qu'on peut basculer donc très rapidement d'une situation à une autre, comme je l'ai dit, mais aussi parce qu'elles dépendent des possibilités de survie au plan personnel et structurel. Et il y a finalement aussi des disparités régionales importantes qui s'opèrent ici. Et cela montre à quel point, finalement, c'est un processus de fragilisation, de vulnérabilisation, mais aussi de marginalisation, et donc pas d'une dichotomie entre l'exclusion et l'inclusion. Excuse-moi, Swan, je vais continuer. Je reviens, avant de passer la parole à Annie, sur l'itinérance cachée, pour dire qu'il s'agit d'une situation très marquée, notamment en région, mais aussi à la périphérie des centres urbains. Et c'est une forme d'itinérance qui repose sur des conditions davantage situationnelles, mais qui revêt aussi plusieurs caractéristiques, comme le fait de vivre dans des lieux insalubres, surpeuplés, non sécuritaires, non destinés à l'habitat de manière permanente. C'est aussi être hébergé d'une place à une autre, avoir recours à des échanges de services. Bref, il faut relever certaines particularités, comme les comportements ou les stratégies que les personnes vont développer pour prendre soin de leur apparence, je l'ai dit, se fondre dans la masse, éviter d'être repéré, mais aussi d'être étiqueté. Et la conséquence, c'est finalement l'invisibilisation, mais aussi la difficulté de repérer ces situations pour les intervenantes et les intervenants. Et je le répète, mais selon les témoignages, c'est une forme d'itinérance qui est perçue comme le résultat de contraintes externes qui vont reposer sur les services et l'accessibilité au logement. Et je vais terminer en lisant la citation d'un intervenant qui nous dit que dans le bassin Laurent, c'est plutôt rare qu'on a des itinérants dans la rue ou qui quêtent. Dans notre région, c'est plutôt, moi je les appelle souvent mes itinérants organisés. J'ai plus vu des gens qui vivaient dans des cabanes, pas d'eau, pas d'électricité, mais qui ont un toit, qui ont un chez eux, qui chauffent au bois, qui s'organisent quand même bien. Moi, c'est plus ça que je vois. Et aussi des gens qui vont se promener chez un, chez l'autre, qui vont rencontrer quelqu'un dans la rue, qui vont coucher chez lui. Ensuite, ils vont aller coucher chez un membre de la famille, une couple de mois. Après ça, ils vont se retrouver quelqu'un. C'est plus souvent ça, l'itinérance invisible. Pardon. Merci Elisabeth. Bonjour à tous. Alors, on vous a dit d'entrée de jeu que cette recherche-là s'intéressait, entre autres, à mieux comprendre les points tournants, les points de bascule qui pouvaient mener à l'itinérance. Alors, on s'est intéressé plus particulièrement et il est ressorti de la trajectoire des personnes qu'on a rencontrées, du discours des intervenants, trois principaux grands éléments. D'abord, le constat qu'on fait chacun d'entre nous, que c'est rarement une situation qui survient du jour au lendemain et que la plupart du temps, ça s'inscrit dans un processus de désaffiliation qui est marqué par un enchevêtrement de diverses difficultés. On constate aussi que les passages en institution peuvent s'avérer parfois difficiles et lorsque les sorties sont mal planifiées de ces institutions, ça peut contribuer à se rendre en situation d'itinérance ou encore à être maintenu dans une telle situation. Et enfin, bien sûr, on remarque que les difficultés associées à l'accès et au maintien en logement peuvent propulser directement dans des situations d'itinérance. Donc, pour ce qui concerne la première question du processus de désaffiliation, du constat qu'on en fait, on voit que c'est rarement un événement, même s'il y a des événements qui peuvent précipiter certaines situations, c'est rarement un seul moment dans l'histoire de vie d'une personne qui fait basculer en situation d'itinérance et c'est rarement aussi un parcours qui se produit de façon linéaire et c'est parfois difficile de retrouver la chronologie du parcours ayant mené à l'itinérance puisque plusieurs allées et venues qui peuvent se produire au cours de ce parcours. Ce qu'on voit par contre, c'est dans la plupart des situations un entrelacement, un enchevêtrement de diverses difficultés personnelles et de difficultés relationnelles qui peuvent contribuer à ce parcours vers l'itinérance. La question des enjeux reliés aux diverses formes de dépendance est au cœur de la réalité de beaucoup des personnes qui vivent ces situations, mais également plusieurs problématiques reliées à la santé mentale ou encore à la santé physique qui sont parfois concomitantes
aux situations vécues et aux difficultés de santé mentale et de dépendance. Des situations de précarité économique aussi peuvent précipiter les personnes et fragiliser leurs conditions de vie. Et donc, c'est l'enchevêtrement de ces difficultés qui peuvent entraîner des situations de perte dans le parcours des personnes. Le fait aussi d'habiter un milieu de vie qui soit marqué par des conflits, par de la violence, que ce soit au sein du milieu familial d'origine ou encore dans des contextes de relations intimes, conjugales, amoureuses, peut participer aussi à miner le parcours de vie des personnes et entraîner de telles situations. D'ailleurs, on constate que c'est souvent un enchaînement de ruptures qui s'inscrit dans le parcours de vie des personnes à la suite et en lien avec ces diverses difficultés, que ce soit par exemple à travers la sursollicitation qu'on peut avoir envers notre réseau informel, notre famille, notre entourage, en lien avec ces diverses difficultés qui peut entraîner un certain épuisement des relations et des formes d'exclusion des personnes de leur propre réseau immédiat. C'est parfois aussi la nécessité de fuir un de ces milieux hostiles, violents ou de conflits au sein de la famille ou du couple qui peut précipiter la perte de logement et la perte d'un toit. La séparation conjugale, le décès d'un conjoint, diverses situations comme celle-là peuvent aussi entraîner ce genre de difficultés. On constate que la perte de la garde des enfants est parfois dans le parcours des parents un moment très marquant au plan aussi symbolique et relationnel qui accentue et exacerbe la souffrance vécue par les personnes. Il y a des facteurs aussi plus sociaux qui vont influencer, des facteurs de discrimination, de stigmatisation, qui vont pousser les personnes à s'exclure parfois de leur communauté, entre autres dans des petites communautés, dans des petites localités où on peut être éjecté des milieux quand on n'est plus bienvenu, et ce en fonction de différents facteurs. Le fait aussi de se déplacer d'une région à l'autre, peut-être pour fuir certaines difficultés, rechercher des ressources ailleurs, peut contribuer à accentuer cette instabilité-là. Diverses difficultés en lien avec le recours aux services participent aussi à ces ruptures de liens sociaux et aux situations d'itinérance. Donc, le manque d'accès à des services dans certaines régions en particulier, le manque de services spécifiques ou adaptés à certains parcours particuliers peut contribuer à ce que les personnes ne recourent pas aux services dont ils auraient besoin. L'enjeu du transport dans les régions éloignées est vraiment marquant. Quand il faut se déplacer à 2 heures de route pour accéder à une ressource, on va parfois laisser aller une situation difficile. La lourdeur administrative, les délais d'attente dans les ressources sont tous des éléments aussi qui contribuent aux difficultés et parfois aussi la difficulté de fonctionner à l'intérieur des ressources qui nous sont accessibles, de se conformer aux règles qui s'y déroulent, de vivre un peu avec la perte d'autonomie, le manque d'intimité qui est associé au vécu à l'intérieur des différentes ressources aussi peut éloigner les gens des services. Le deuxième élément qu'on a investigué au niveau des points tournants et de bascule concerne les passages difficiles au sein des institutions et des sorties qui sont parfois mal planifiées. Il peut s'agir autant des parcours au sein des milieux hospitaliers, que ce soit en raison d'un problème de santé physique ou de santé mentale qui nous éloigne de notre propre milieu, qui nous fait parfois aussi faire ressentir une perte de dignité et aussi de confiance auprès du système, en particulier quand la sortie est précipitée, non planifiée et que les gens se retrouvent en situation de précarité. La sortie des centres jeunesse est souvent marquée par un sentiment paradoxal, à la fois d'aspiration à l'autonomie, à l'émancipation, à la liberté, mais aussi les jeunes peuvent se heurter à diverses difficultés d'intégration sociale, professionnelle, à se trouver un logement en raison du manque de préparation à l'autonomie nécessaire pour vivre en dehors du cadre des centres jeunesse. Les sorties du milieu carcéral peuvent aussi s'avérer des moments clés ou plutôt des moments de bascule vers des situations d'itinérance puisqu'on en ressort souvent avec une perte à la fois du logement qu'on occupait, de nos papiers, de toutes sortes d'éléments dont on a besoin pour fonctionner et aussi avec une étiquette qui ne facilite pas la réintégration en société. Les parcours au sein des centres de thérapie et de désintoxication sont nombreux dans le parcours de vie des personnes et s'inscrivent souvent dans des allers-retours entre des situations
situations de précarité, d'instabilité résidentielle et de séjour en contexte de désintoxication. Donc, ce qui ressort beaucoup du discours des personnes, c'est le sentiment de se retrouver à la rue ou en situation de précarité à la sortie de ces institutions sans toujours avoir les ressources, connaître les ressources, être aiguillés vers des ressources qui soient adéquates. Et les organisations communautaires perçoivent que souvent les gens arrivent vers eux à la dernière minute en situation d'urgence et qu'un peu plus de planification de ces transitions pourrait constituer un filet de sécurité important pour le moment. Il y a vraiment des trous dans les mailles de ce filet de sécurité. Dernier élément à explorer au niveau des points tournants et non le moindre évidemment, toutes les difficultés d'accès au logement et de maintien en logement contribuent de façon très directe aux situations d'itinérance, que ce soit en raison de la précarité économique, des difficultés à payer son loyer, en raison de l'insuffisance des revenus, entre autres des programmes d'aide sociale. Donc, ici, il y a une difficulté majeure sur laquelle je n'élaborerai pas longuement, mais qui est très significative dans le parcours de vie des personnes. Le caractère inabordable des prix du logement, l'inaccessibilité de logements sociaux, de logements accessibles, y participent. Les situations d'endettement aussi enlisent les personnes dans ce type de situation. On constate aussi diverses formes de discrimination de la part des propriétaires qui peuvent, par exemple, faire des évictions de personnes, soit en raison de problématiques liées au comportement de ces personnes et à leur occupation du logement, mais aussi en raison de divers facteurs de discrimination qui peuvent mener à des évictions ou encore à ne pas donner accès au logement. Enfin, dernier élément, des fois, c'est des événements qui peuvent accentuer les situations de précarité. Pensons par exemple aux situations de tornade qu'il y a eu dans l'Outaouais, qui a touché certains immeubles où il y avait des gens qui étaient déjà en situation de précarité, des incendies, toutes sortes de situations, des milieux insalubres, des immeubles dans lesquels il y a des situations de violence qu'on veut fuir, même si ce n'est pas au sein de notre propre logement. Donc, toutes sortes de situations qui peuvent amener les personnes à se retrouver dans une plus grande vulnérabilité. Je n'ai pas fait la lecture des citations au fur et à mesure, mais comme vous pouvez consulter le rapport, il y a énormément de témoignages des personnes qui racontent avec plus de personnalisation ces situations vécues qui sont des points tournants et de bascule. Alors, je relais la parole à mon collègue Philippe Benoît. Parfait, super. Donc, je vais essayer de faire une petite discussion, donc une réflexion sur les principaux constats qui ont émergé de notre étude. Je vais revenir principalement sur deux constats. Donc, premièrement, l'idée que l'itinérance est conçue comme un processus qui est complexe, comme ça a été bien nommé tantôt par Elisabeth, donc la question de la désaffiliation sociale, de l'absence de chez soi. Et le deuxième constat qu'on va regarder ensemble, c'est l'idée du passage à l'itinérance qui est vu comme un processus qui est caractérisé en fait par plusieurs points de fragilisation. Donc, Swan, tu peux glisser vers la prochaine diapo. Donc, toute l'idée de la complexité en fait de l'itinérance, on vous a fait un petit schéma ici pour résumer un peu notre réflexion. La complexité de l'itinérance, on le voit dans les témoignages, ça s'inscrit vraiment dans un processus marqué par deux éléments. Puis ça, c'est vraiment important. Et tantôt, Elisabeth l'a bien mis de l'avant. L'itinérance, en fait, est conçue à la fois et conjointement comme un processus de désaffiliation sociale, mais aussi l'absence de chez soi sécuritaire et permanent. C'est ces deux éléments-là qui doivent être réunis, en fait, pour qu'on arrive à parler, concevoir, réfléchir à la question de l'itinérance. Donc, les intervenants qu'on a rencontrés là, dans les groupes de discussion nous ont permis, en fait, de définir davantage ou de mettre davantage de nuances, en fait, sur la définition et la conception de l'itinérance. Si je prends l'enjeu de la désaffiliation sociale, ça a été bien nommé tantôt, mais ça évoque toute la question là, des expériences de rupture sociale, de difficultés individuelles, d'exclusion sociale, qui viennent en fait éloigner là, les personnes de la zone d'intégration sociale, si on reprend un peu la réflexion là, de Castel. Ça montre en fait que l'itinérance, c'est pas une réalité là, statique, c'est un processus qui s'inscrit en amont souvent de plusieurs expériences individuelles, relationnelles, structurelles, en fait, qui viennent influencer le processus vers l'itinérance. Et conjointement à ça, il y a toute la question de l'absence de chez soi,
Cet élément-là, évidemment, ben, ça fait écho à toute la conception sur la domiciliation, la sécurité ontologique, qui nous amène en fait à voir qu'un chez-soi, c'est quoi? C'est à la fois des conditions de vie matérielles, donc avoir accès à un logement, pour payer son loyer, avoir accès à un logement aussi avec des conditions d'hygiène, de salubrité, mais c'est aussi des conditions de vie symboliques. Donc, c'est le sentiment d'appartenance, le sentiment de sécurité, l'impression d'exister, l'idée de reconnaissance citoyenne, comme Charles Leroy avait déjà questionné cette idée-là à l'époque sur le fait d'habiter en quelque part, c'est aussi une reconnaissance citoyenne. On voit que ce sont l'ensemble de ces notions-là qui sont présentes pour réfléchir à la question du chez-soi. Il y a vraiment une tension, en tout cas une conjonction entre processus de désaffiliation sociale et absence de chez-soi, et qui sont présents en fait dans l'ensemble des formes d'itinérance qu'on a documentées en fait dans notre étude. Et ces deux éléments-là sont présents à chaque fois qu'on réfléchit à la question du risque d'itinérance cachée ou d'itinérance visible, mais qui vont s'opérationnaliser, qui vont se réaliser pas tout le temps de la même forme et de la même façon dans les expériences des personnes, selon différents enjeux, notamment toute la question des stratégies qui sont possibles de mettre en place pour s'organiser, pour se débrouiller, mais aussi tous les éléments en fait, de fragilisation qui peuvent venir teinter, influencer le parcours de vie des personnes. Et c'est ça qu'on est tenté de faire avec cette figure-là qui montre à l'intérieur du grand cercle bleu l'ensemble des éléments potentiels qui peuvent venir influencer les trajectoires de vie des personnes. Autre élément aussi dans ce petit schéma-là, c'est toute la question en fait de processus en fait qui est en mouvance, tantôt qu'Elisabeth bien nommé. Donc, la question, en fait, des frontières qui sont poreuses, ici, ce qu'on a tenté de voir, de mettre de l'avant, c'est que ça ne s'installe pas sur un continuum. Ce n'est pas juste sur une dichotomie entre inclus, exclus. C'est plutôt le fait que les gens peuvent graviter, en fait, d'une expérience plus de risque d'itinérance, itinérance cachée, itinérance visible, tout dépendamment, comme je l'ai mentionné, des stratégies et des contextes de vie qui vont venir influencer la réalité des personnes. Autre élément aussi, peut-être qu'on a peut-être moins creusé aujourd'hui, mais dans ce petit schéma-là, on pourrait rajouter toute la question de l'organisation territoriale. Tantôt, quand on parlait de la mouvance interrégionale, c'est un enjeu important à tenir compte. Donc, l'idée, en fait, que les personnes, justement, vont peut-être changer de région, puis d'aller s'installer ailleurs pour aller avoir accès à des ressources. C'est un déracinement aussi qui peut s'opérer de son réseau de soutien initial dans une autre région. Il y a toute une particularité aussi intra-régionale, donc des points de tension entre des régions rurales versus urbaines, mais même à l'intérieur des grandes villes ou des régions urbaines, il peut y avoir un point de tension qui peut se faire entre le centre-ville, par exemple, ou les quartiers périphériques. J'ai en tête Montréal, là, parce que c'est la ville que je connais le mieux, mais que j'ai documenté dans le projet. Mais Montréal, c'est comme ça que ça se passe. Il y a le centre-ville où là, on voit qu'il y a une présence accrue d'un réseau de soutien, des services. Ça va faire en sorte qu'on va voir beaucoup de personnes aussi qui sont en situation d'itinérance, une plus grande visibilité de cette réalité-là. Tandis que dans les quartiers en périphérie du centre-ville, il y a moins de services. Il y a aussi la question du transport qui est plus complexe. Ça va pousser les personnes à se retrouver davantage dans une situation d'itinérance cachée. Puis sans que tout ça soit non plus emmaillé de façon très structurée, il peut y avoir aussi quand même de l'itinérance visible dans des centres de périphérie, évidemment. Il peut y avoir des stratégies qui vont être mobilisées. Mais ça montre des points de tension. Puis il y a aussi l'idée que la question du transport, c'est aussi en périphérie, mais ça peut être aussi dans des régions plus éloignées, qui rend ça aussi plus complexe pour les personnes. Donc, c'est un peu la petite figure qu'on a essayé de vous présenter pour illustrer cette idée-là. Puis, je pense que ce que ça met de l'avant aussi, c'est l'importance de visibiliser, en fait, les différentes formes, en fait, d'itinérance pour être capable de penser, d'adapter nos services en fonction de ces formes que ça peut prendre, dépendamment, évidemment, des régions, des réalités, etc. Oui, exact. On peut passer peut-être au deuxième point. Donc, toute la question du passage à l'itinérance, mais comme ça a été bien évoqué par Annie, ce qu'on a, nous, documenté vraiment très, très rapidement là, dans notre étude, puis ça, c'est une réflexion qu'on avait même en amont, comment on capte cette idée de passage à l'itinérance. On s'est rendu compte rapidement que
il n'existe pas un seul point de bascule dans les histoires des personnes qu'on a rencontrées. Souvent, comme Annie l'a mentionné, c'est un enchevêtrement, une multiplication, en fait, de différents points de fragilisation qui va s'inscrire, qui vont s'accumuler comme ça dans les parcours des gens à différents niveaux. Il va y avoir des points de fragilisation individuelle, relationnelle, sociale, et l'ensemble de l'entremêlement de ces différents points de fragilisation vont pousser les personnes à vivre de l'isolement, de l'exclusion, de la désaffiliation sociale, de la précarité domiciliaire, et pousser tranquillement vers différentes formes d'itinérance. Et l'image, en fait, qu'on a repris un peu à l'instar de Lucie Gilino dans son rapport de 2008, là, c'est la spirale de l'itinérance qui nous semblait l'image la plus évocatrice pour capter cette idée-là d'enchevêtrement, de spirale où tout ça s'imbrique les unes avec les autres. Ça fait aussi que ça devient difficile aussi pour les personnes d'être capables de nommer, en fait, l'élément déclencheur. Souvent, c'est plus compliqué que ça. Ça s'incarne depuis plusieurs années peut-être dans différents processus en même. Sur la question des institutions, comme ça a été aussi évoqué tantôt, ben, il y a une certaine forme en fait, de fabrication institutionnelle de l'itinérance. On le voit, en fait, je pense qu'il y a deux éléments marquants. Toute la question du manque de planification vers la sortie qui évoque toute la question de l'absence de continuité de service. Donc, c'est l'idée que souvent les sorties des institutions sont précipitées, les ressources humaines sont manquantes, on sait qu'il y a un cadre structurel qui est pesant, qui est lourd, il faut faire ça vite. Je pense entre autres aux hôpitaux, il faut libérer des lits, il faut que ça roule. Ça fait en sorte qu'on précipite souvent les sorties des institutions avec souvent peu de coordination parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour orchestrer l'ensemble des éléments. Ce qui fait en sorte qu'on dépose beaucoup la responsabilité sur les personnes à se débrouiller, à s'organiser par elles-mêmes, pour être capable de naviguer tout ça, sans tenir compte de leur situation domiciliaire, mais sans tenir compte aussi du fait que ben, l'itinérance, ce n'est pas qu'individuel, c'est social. Il y a une structure derrière qu'on n'arrive pas, en fait, à bien mettre de l'avant quand on laisse reposer, en fait, leur situation de vie aux personnes par elles-mêmes. Donc, ça, c'est un premier élément. Puis, il y a toute la question aussi dans les institutions de la méconnaissance de l'itinérance. Ça a été évoqué à plusieurs reprises là, par différents intervenantes dans différents milieux, mais je pense qu'un des éléments qui est revenu beaucoup, c'est la question des hôpitaux, mais pas seulement. Mais on se retrouve avec du personnel, en fait, puis que le personnel ne connaît pas bien, en fait, le phénomène de l'itinérance. On a des a priori, on a peut-être des préjugés, on a des observations qu'on a faites, mais on n'arrive pas à bien saisir l'ampleur et la complexité du phénomène, ce qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à détecter, on n'arrive pas à comprendre, à bien saisir, à bien identifier la situation domiciliaire, le risque peut-être potentiel d'itinérance, ce qui fait que nécessairement, on n'interviendra pas de façon efficace, pertinente, adaptée sur cet enjeu-là. Et finalement, toute la question du logement, comme ça a été évoqué aussi tantôt, c'est aussi un enchevêtrement, en fait, là, de différentes dimensions, de différents obstacles. C'est à la fois des enjeux, évidemment, individuels, dépendance aux substances, des situations d'endettement, comme Annie l'avait évoqué tantôt. C'est tout ça qui vient complexifier, en fait, le paiement des loyers, en fait, qui vient rendre plus difficile, en fait, d'être capable de payer son loyer. Mais ce n'est pas que des enjeux individuels. Tout ça est structuré et amplifié, en fait, par les enjeux structurels qui viennent complexifier le paiement des loyers. Je pense, entre autres, à l'insuffisance des programmes d'aide financière, les prix inabordables du loyer ou la crise du logement en ce moment, la question de la précarité de l'emploi ou la précarisation des différentes formes d'emploi que les personnes peuvent avoir accès. Donc, l'ensemble de ces facteurs-là viennent complexifier, qui viennent se nourrir avec les dimensions individuelles vécues par les personnes, puis viennent faire obstacle au logement. Et je ne pourrais pas passer sous silence aussi toute la question là, des conflits et des discriminations vécues avec les propriétaires. Je pense que ça, c'est un enjeu avec lequel on ne s'entendait pas trop, en fait, dans notre étude, puis ça a été vraiment énoncé à plusieurs reprises là, par plusieurs personnes, autant dans les groupes de discussion que dans les entrevues individuelles, nous expliquer comment, dans certaines régions, même, je pourrais dire qu'un système un peu organisé de discrimination, de profilage social qui vont être faits, avec toute la question là, de listes de mauvais payeurs qui vont être circulées entre différents propriétaires pour
finalement, ben, c'est un système d'exclusion. On pourrait exclure certaines personnes, un système d'exploitation de la pauvreté. Donc, on se passe les listes de personnes qu'on a stigmatisées, qu'on a étiquetées, qu'on a identifiées pour empêcher en fait ces personnes-là de se retrouver un logement. Ce qui viendrait expliquer aussi le fait que certaines personnes sont amenées à naviguer d'une région à l'autre pour essayer de se trouver un logement sans beaucoup de recours en fait, là, dans cette situation. J'arrêterai là pour l'instant, je laisserai la balle à Swan. J'arrive, je replace mes choses. Merci beaucoup. Je trouve que ce sont vraiment des beaux résumés. Donc, je vais terminer en conclusion avec les pistes d'action qui étaient nommées par les participants dans le projet. Il y avait principalement 3 thèmes. Donc, en fait, d'adapter les interventions aux réalités et aux besoins des personnes afin de les replacer au centre des services et des pratiques. Il y avait aussi de favoriser la collaboration entre les différents acteurs et de transformer les structures et les institutions. Je vais un peu décliner chaque thème, mais assez rapidement parce que je vois le temps filer un peu. Donc, dans le premier bloc, c'est de développer davantage de services spécialisés afin de répondre à la diversité des besoins des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, il ne faut pas l'oublier. Donc, dans ce sens-là, dans toutes les régions, c'était nommé de vraiment augmenter et diversifier l'offre des services d'hébergement, des logements sociaux et de logements supervisés. Surtout, je dirais, en région rurale et éloignée des centres urbains. Il y avait vraiment un manque criant de ces formes de logement, mais également de ressources d'hébergement d'urgence et temporaires, comme par exemple les lits de crise, qui n'existent pas dans plusieurs régions. Aussi, la question d'augmenter et d'adapter les services aux besoins des personnes autochtones hors de leur communauté d'appartenance était nommée à maintes reprises. Le fait qu'il y a des barrières culturelles, mais également de langue dans certaines régions rend les services moins accessibles et les personnes autochtones qui quittent leur communauté d'appartenance se retrouvent sans accès à des services culturellement adaptés, en plus d'être susceptibles de vivre de la discrimination lors de la recherche de logement. Je pense à l'exemple que Philippe Benoît vient de donner. En fait, ce n'est pas juste le profilage social. Dans beaucoup de communautés, c'est le profilage racial, point barre. On l'a entendu à maintes reprises. Il y avait aussi la question dans l'adaptation des services, d'accroître les services qui favorisent l'inclusion de la diversité sexuelle, de genre et culturelle. En ce qui concerne la diversité sexuelle et de genre, les besoins sont pris en termes de ressources d'hébergement mixtes pour accueillir des couples, aussi qu'en termes de développement de ressources d'hébergement qui répondent à des besoins spécifiques, des réalités précises, par exemple, les personnes transgenres et non-binaires. En fait, ces ressources, principalement, à l'époque, n'existaient pas beaucoup aujourd'hui non plus, mais il faut comprendre que notre portrait, c'est aussi avant la COVID, là, donc 2020. Donc, de développer des services mixtes et de développer des services pour répondre à des questions de diversité sexuelle et de genre, mais aussi d'assouplir les pratiques et les approches des services existants pour favoriser leur inclusion. Donc, à la fois, il faut développer des nouveaux services, mais il faut aussi adapter des services qui existent. Et aussi, une tendance émergente, Stéphanie avait dit qu'on voulait aussi capter un peu des tendances émergentes, des phénomènes émergents. C'était rapporté qu'il y avait une présence plus importante de personnes racisées et issues de l'immigration. À Montréal, mais aussi à l'extérieur d'autres centres urbains, qui nécessitent aussi des adaptations culturelles pour mieux répondre à une diversité de réalités, parce que ce sont justement des personnes qui ne vont pas nécessairement aller vers le service, parce qu'ils ne reconnaissent pas nécessairement qu'ils sont dans une situation d'itinérance. C'est aussi nommer la question d'identification et de stigmatisation. En ce qui concerne les services, il y avait un souhait d'augmenter les services en toxicomanie, d'hébergement d'urgence et des centres de dégrisement, particulièrement en régions éloignées, parce que ces services sont presque inexistants ou n'existent pas du tout. Il faut aussi augmenter les ressources en santé mentale, elles sont très peu. Et comme Philippe avait nommé,
Des fois, il faut se déraciner pour recevoir des services, soit à l'intérieur de sa région, mais ça peut être 2 heures de route, ou soit même se déplacer dans une autre région. Et là, on est témoin de la fabrication de l'itinérance dans cette mouvance géographique parce qu'on sort d'un centre de thérapie, puis on n'a pas nos repères habituels pour se trouver un logement ou pour refaire sa vie dans une autre région. Et les participants ont aussi mentionné l'importance d'augmenter les services permettant de combler vraiment les besoins de base des personnes, donc de rendre accessibles des installations pour les soins d'hygiène, une place pour se nourrir, dormir, se reposer, se réchauffer. Quelques régions disaient qu'ils n'avaient même pas ces genres d'installations. Je pense aussi avec la COVID, on a quand même vu la création de ces projets-là. On pourrait en parler lors de la période d'échange. Donc, c'est une question de développer de nouveaux services, c'est une question d'assouplir les cadres qui sont existants, les approches. Mais ce n'est pas juste une question de développement, il y a une question aussi, en fait, c'était beaucoup souligné que la qualité de l'intervention et ou de l'accompagnement social était extrêmement importante, qu'il faut absolument assouplir le cadre des services afin de tenir compte du rythme et des besoins des personnes en situation, de favoriser des interventions basées sur l'accompagnement et l'approche globale de la réalité des personnes. Les participants ont mis en lumière l'importance d'augmenter les services de proximité du type en fait, le travail de rue, d'outreach, ils ont quand même nommé plusieurs formes de pratiques. Je dirais que le travail de rue et les services de proximité comme outreach étaient souvent nommés. Ces formes de pratiques existent dans certains milieux et fonctionnent très bien et facilitent aussi la création du lien de confiance avec les personnes. Ce sont des pratiques qui vont vers des personnes pour créer ce lien de confiance, qui ont un cadre de pratique assoupli, qui respecte le rythme et qui s'adapte mieux aux réalités. Et les intervenants ont aussi noté que la situation d'itinérance et les enjeux de stigmatisation et de discrimination accentuent la méfiance ou le manque de confiance envers le système d'assistance publique. On l'a vraiment entendu haut et fort dans notre groupe de discussion. Donc, pour ce premier bloc, puis les deux autres, je vais aller plus rapidement, c'est vraiment de mettre en œuvre des pratiques plus flexibles pour mieux répondre aux besoins des personnes. Et ce qui était nommé, c'était de sortir du cadre institutionnalisé, de repersonnaliser les services et augmenter la flexibilité des critères d'accès aux services. Voilà. Et l'autre côté de cela, c'est de diminuer la complexité et la lourdeur des démarches administratives pour que les services soient mieux adaptés aux personnes, tout en réduisant les délais d'attente, notamment en santé et services sociaux, en matière de revenus, de logement et de justice. Ce sont quand même les éléments qui étaient nommés par rapport à la complexité et la lourdeur de la bureaucratie là, à travers ces différents systèmes. Pour terminer le premier bloc, puis je vois le temps, mais je vais aller très rapidement pour les prochaines parties. La question du temps, de prendre le temps pour créer ces liens de confiance, c'était vraiment nommé comme un élément principal pour répondre aux besoins dans les contextes d'itinérance, et le fait de ne pas avoir des approches où les gens se sentaient jugés. Donc, le non-jugement aussi, c'était vraiment nommé comme ingrédient essentiel pour mieux répondre aux besoins et mieux accompagner les personnes dans leur parcours. Dans le deuxième bloc, favoriser la collaboration entre les différents acteurs et actrices afin d'améliorer la qualité des interventions. D'une part, il était question de soutenir la collaboration entre les ressources et les programmes pour assurer un meilleur continuum de services. D'autre part, c'était à favoriser des espaces d'échange et de discussion pour améliorer la collaboration entre les différents intervenants impliqués. Et dernièrement, l'importance de développer une collaboration et une expertise accrue pour intervenir auprès des personnes autochtones était aussi mentionnée. Vraiment, l'idée ici, c'est de mettre en place des initiatives pour favoriser cette collaboration entre les programmes, les ressources, tant institutionnelles que communautaires, au sein de différentes régions afin de décloisonner les interventions. Souvent, on était autour d'une table où les intervenants avaient très peu d'espace pour parler. Pourtant, c'était vraiment parfois des petites communautés,
mais il y a comme eu je dirais, une augmentation, un renforcement des silos où les gens ne parlaient plus parce qu'il y avait tellement eu de centralisation que ces liens-là, ces petits liens qui facilitent, qui favorisent la collaboration, étaient pas mal grugés là, dans certaines communautés. Donc, nos groupes de discussion ont même eu l'effet, on était dit que ça faisait du bien d'être ensemble, de jaser, d'échanger, de parler des défis, de mieux accompagner les gens. Donc, on avait vraiment eu le sentiment que les silos étaient assez érigés et qu'on mérite de mieux travailler ensemble. Donc, dans cette optique-là, aussi de réfléchir à un meilleur arrimage des services au sein des institutions, entre les institutions et avec le communautaire, et d'améliorer la communication entre les partenaires pour mettre en place des pratiques plus souples et mieux adaptées. Je vais aller au dernier point parce que je vais avoir notre moment d'échange. Donc, dans le transformer les structures et les institutions afin de prévenir l'itinérance et de faciliter l'accès au logement. Premièrement, les intervenants proposent de travailler en amont de l'itinérance par le biais de la prévention, de l'éducation et de la formation. Deuxièmement, il est important d'offrir davantage de soutien, de visibilité et de reconnaissance aux organismes et aux services qui œuvrent auprès des personnes en situation d'itinérance. Finalement, il est question de mettre en place des mesures visant à faciliter l'accès et le maintien en logement pour les personnes en situation d'itinérance. Donc, la transformation de ces structures devrait également s'appuyer sur un travail de décentralisation des décisions pour mieux tenir compte des initiatives locales qui s'arriment davantage aux réalités de l'itinérance vécue dans les différentes régions. Il est essentiel de miser sur les forces et les expertises existantes dans les milieux. Donc, en conclusion, je suis allée très rapidement, j'en suis désolée. Globalement, il faut encourager la mise en place de services d'accompagnement social selon une approche globale, et cela à travers tous les différents systèmes d'assistance et de porter attention aux transitions, aux failles dans les systèmes comme les sorties d'institutions, par exemple, de miser sur une transformation des structures et des institutions afin de prévenir l'itinérance, d'entreprendre une décentralisation des pouvoirs et favoriser une gouvernance de proximité, de miser sur les forces et les expertises existantes dans le milieu et de valoriser et faciliter l'utilisation des partenariats, des ressources et des infrastructures disponibles pour améliorer l'offre de services. Je vais juste compléter avec un point que je trouve vraiment important, d'offrir un meilleur soutien financier aux organismes et aux projets associés à l'itinérance, parce qu'une logique, on l'a dit à la fin dans la conclusion, mais une logique comptable pose problème lorsqu'il est question de comprendre un phénomène aussi complexe que l'itinérance. Et c'est pourquoi on a proposé dans la conclusion un meilleur arrimage des outils évaluatifs et administratifs pour mettre en valeur le vécu des personnes plutôt que de se restreindre à des chiffres en matière d'intervention en itinérance. Les interventions qui font une réelle différence ne se mesurent pas nécessairement en nombre, mais dans la profondeur et la qualité des liens établis, de même que dans l'arrimage entre le rythme et les besoins des personnes et l'aide offerte. L'accompagnement social global et les pratiques souples s'inscrivent dans cette voie et sont à privilégier pour mieux prévenir et intervenir en itinérance. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Merci à Swan et à toute l'équipe. Si ça vous va, c'est ça, on va sortir du partage d'écran et on va également arrêter l'enregistrement.